Manuela Maillet, bonjour. Quels ont été les événements marquants pour la commune de La Hague en 2024 ? Bonjour. En 2024, on a beaucoup travaillé sur le fait de continuer à structurer à la fois l'administration, mais aussi des démarches qui sont aujourd'hui pour 2025 notre capacité à pouvoir développer et déployer un certain nombre d'actions sur à la fois le cadre de vie, puisqu'on a validé le programme d'action de l'opération Grand Site, sur le déploiement de toute la valeur patrimoniale et notre engagement à l'éducation sur l'environnement avec le projet Géoparc, avec un certain nombre d'actions pour 2025 qui sont aujourd'hui mises en place. Et puis, toute la démarche sur des stratégies foncières qui vont nous permettre de déployer dès 25 des enveloppes de réhabilitation de logements. Les équipements sportifs, avec dès 25 aussi des actions dans les communes déléguées. Donc voilà, toutes ces démarches-là qui prennent du temps, qui ne sont pas forcément visibles pour les habitants, nous permettent aujourd'hui d'agir concrètement sur le territoire. Alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur l'opération Grand Site et Géoparc de La Hague ? Alors, ce sont des démarches qui sont structurantes pour les habitants et leur cadre de vie. Alors, pour l'opération Grand Site, on a notamment un lien aujourd'hui avec l'avenir agricole où on va pouvoir travailler avec eux sur une étude pour étudier la viabilité des exploitations, qui est un grand sujet pour eux au niveau des reprises des exploitations agricoles. Et dans le cadre du programme d'action Grand Site, on a tout un plan d'action, notamment pour l'accompagnement des structures et des exploitations. Donc on va pouvoir les aider avec la Chambre d'agriculture à pouvoir déployer cette étude qui pour eux va permettre d'avoir une vision beaucoup plus d'avenir pour le territoire. Et puis ce programme d'action, il permet aussi de travailler notamment sur l'aménagement du schéma d'accueil des véhicules aménagés pour éviter tous ces conflits d'usage qu'on a pu connaître il y a quelque temps. Encore une fois, ce sont des aménagements qui s'appuient le plus souvent sur de l'existant, mais réhabilité avec de la signalétique de manière à éviter les conflits sur les routes. Voilà, donc ce projet se déploie. Il y a un grand nombre de fiches actions, le lien avec les entreprises aussi et les industriels qui fait aussi partie d'une des fiches actions pour travailler en collaboration à ce que les aménagements se fassent de manière cohérente, en lien avec les habitants. Et puis pour le Géoparc, on a un enseignant relais qui est arrivé là début d'année autour, qui va permettre de configurer et de structurer le lien avec toutes les équipes enseignantes du territoire pour accompagner les écoles à faire découvrir notre territoire, à la fois sur sa vocation et sa base géologique, qui est une vraie richesse, qui est mal connue, et c'est bien dommage, mais aussi d'accompagner les visiteurs à visiter autrement le territoire plutôt que de faire le tour de la commune, donner du sens en fait aux visites, sur ces accompagnements aussi pour les habitants. Et ça, c'est aussi une manière de se dire qu'on fait en sorte de continuer à rendre habitable ce territoire avec des développements, un développement économique, industriel, mais aussi un développement touristique que l'on connaît, mais que l'on souhaite vraiment mesurer, gérer et surtout pas faire de l'accueil massif, mais surtout de l'accueil qualitatif. Quelles sont les avancées notables sur ce projet de labellisation ? Alors, on devrait en 2025 déposer la candidature sur cette labellisation, et donc après ce sera entre les mains des représentants de l'UNESCO, à savoir si on fonctionne, on coche toutes les cases du cahier des charges. Mais juste pour dire que pour nous, ce qui est quand même extrêmement important, évidemment, la reconnaissance, c'est d'abord la reconnaissance de tout le travail qui est fait, mais c'est surtout le contenu que l'on amène et que l'on apporte aujourd'hui au territoire, à ses habitants et à ses visiteurs, qui n'existaient pas avant. Et je pense que si on veut continuer à préserver ce territoire, il faut le connaître. Il faut en connaître son histoire, son patrimoine, et puis aussi sa ressource, et se dire que
protéger ce territoire, c'est mieux connaître ses paysages. Et les paysages, ils sont façonnés par les agriculteurs, par les habitants qui y font aussi attention. Et tout le volet de l'aménagement. On parle d'un développement de logements qui est aujourd'hui nécessaire pour répondre aux besoins des habitants et continuer à avoir une attractivité et une dynamique de territoire. Mais ce que l'on souhaite, c'est que ces constructions ne se fassent pas de manière anarchique, ne se fassent pas en lien, sans prendre en compte le paysage et l'aménagement historique. Donc tous ces éléments contribuent à avoir une vision cohérente de l'ensemble de ce territoire. Lors des vœux de la commune le 21 janvier, vous avez dit, je cite, « Notre politique affirmée de cohésion sociale connaîtra des avancées déterminantes ». Alors, quelles sont-elles? Belle et grande phrase. Alors, en fait, en 2025, on va voir le jour de nouveaux équipements qui sont aujourd'hui en construction. Notamment, donc on va avoir une cuisine centrale qui va ouvrir, une nouvelle cuisine centrale qui va ouvrir dès la rentrée scolaire prochaine, qui est un des éléments structurants pour répondre aux défis du développement de ce territoire sur l'accompagnement des services à la population, de la petite enfance jusqu'aux seniors. On aura le deuxième équipement qui verra le jour cet été. Donc là, c'est le pôle famille centre social, auquel aujourd'hui on a tout un collectif qui travaille pour trouver un nom dès son ouverture. Alors cet équipement, il a une vraie valeur ajoutée pour l'ensemble du territoire, puisqu'il va rayonner sur l'ensemble de la commune, avec des liens directs sur des espaces qui existent aujourd'hui, des espaces de vie sociaux que l'on a à Urville-Nacqueville ou à Phare dans la pointe de la Hague. Cet équipement, il se base sur 5 grands piliers. Le premier pilier, c'est une nouvelle crèche. Avec des espaces plus accueillants, avec 3 unités de vie, des locaux adaptés qui permettent vraiment adaptés aussi pour les agents, donc travailler dans un cadre de vie complètement différent et qui soit en capacité aussi d'accueillir des enfants en situation de handicap. Dans cet établissement, vous aurez le deuxième pilier qui est un guichet famille, avec un vrai pôle ressources qui permettra d'accompagner les familles, mais aussi de simplifier tous les documents administratifs auxquels les familles sont confrontées pour les différents inscriptions au cours de l'année, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau des activités périscolaires. Le troisième pilier, c'est avoir un vrai accueil périscolaire maternel de l'association jeunesse qu'on a sur Beaumont-Hague, qui n'existe pas aujourd'hui. On est dans des préfabriqués complètement inadaptés, donc ils vont pouvoir être accueillis dans ce pôle et créer ainsi un vrai lien avec tous les professionnels de la petite enfance, entre l'association et ses professionnels. L'autre pilier, c'est celui d'un accompagnement aux familles, puisqu'on aura tous les partenaires qui peuvent accompagner les familles, que ce soit la MADO, la PMI, la CAF, tous ces partenaires qui peuvent accompagner. Alors, quand on parle de famille, on parle des parents, mais aussi on parle des grands-parents, qui sont vraiment aussi le socle aujourd'hui de la structure familiale. Créer du lien et des activités collectives, ce sera avec le centre social, qui est un vrai lien. On parle de vivre ensemble, et le centre social, c'est vraiment son cœur de métier, en créant des animations collectives, des projets collectifs, puisqu'il y aura une cuisine pédagogique, du lien entre les familles, mais aussi de l'intergénérationnel. Et on sait qu'aujourd'hui, le centre d'une dynamique d'un territoire, c'est bien le lien entre tous les habitants. Donc ce bâtiment-là, qui a donc ces 5 piliers, est un vrai centre ressource en fait pour la dynamique du territoire. Le sport, la culture, ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur. Alors pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Alors on aura aussi en 2025 le déploiement du schéma des équipements sportifs. Donc ça fait partie des démarches que l'on a travaillées en 2024, qui permet de déployer de la rénovation sur des bâtiments sportifs existants. Donc on a de la remise à niveau en termes de bâtiments, mais
de maintien en condition, mais on a aussi de la rénovation. Donc on va en 2025 démarrer de la rénovation sur Urville avec le complexe de foot, mais aussi travailler sur un skatepark en lien direct avec les usagers eux-mêmes, puisque l'idée c'est d'avoir une structure qui réponde vraiment aux attentes des skateurs ici, mais qui rayonne au niveau du Cotentin, puisque c'est un vrai réseau, et donc l'idée c'est de travailler à cette échelle-là. Donc ça sur le sport, continuer à accompagner aussi dans le cadre de manière plus générale les associations avec la maison des assos qui va continuer à déployer ces formations qui font le plein à chaque fois. C'est un vrai soutien pour maintenir en fait la dynamique associative. Continuer à soutenir en prêtant du matériel, en accompagnant avec le dispositif d'appui aux associations qui va en être à sa 3e année. Et puis voilà, au niveau, on a toujours ce forum qui est un vrai lien entre les associations de manière générale et qui permet aussi de repartager en fait tous les événements de l'année en termes d'accompagnement qu'on a pu avoir aux associations, mettre à l'honneur aussi voilà, certaines associations pratiques et puis continuer à accompagner aussi les habitants à rentrer dans cette vie associative qui est voilà, qui fait aussi partie du vivre ensemble. Toujours lors des vœux de la commune du 21 janvier, vous avez évoqué le programme Aval du futur sur Orano. Ce sujet semble vous préoccuper, notamment au regard du flux routier que cela peut engendrer. Ce projet apporte de nombreuses questions et interrogations. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions ? Alors effectivement, en 2024, on a eu l'annonce du déploiement de l'Aval du futur, qui est, je pense, une chance pour le territoire, au vu de ce qui peut se passer au niveau national. Dans d'autres territoires, je pense qu'on peut évidemment plutôt accompagner ce projet. Pour autant, notre rôle, nous, en tant qu'élus, c'est surtout d'apporter de la vigilance. Parce que ce qui est important, c'est de conserver notre cadre de vie, l'habitabilité que l'on défend. Et puis aujourd'hui, à travers les actions qui sont notamment déployées dès 2025, toute la structuration que l'on a fait depuis 2020 permet de répondre aux besoins d'aujourd'hui des habitants, mais clairement affiche aussi la réponse à ce nouveau défi en termes de maintien du service public sur le territoire. Il va falloir accompagner le territoire, et là je pense que c'est un travail qui est collectif, qui doit être fait évidemment avec le Cotentin, avec les collectivités, avec l'État, et c'est ce qui est mis en place à travers une gouvernance dans laquelle la Hague a pris une place très importante, et elle doit avoir cette place importante puisqu'on est le pilier économique du Cotentin à travers notamment ce déploiement économique. Donc nous, en fait, l'idée, c'est de travailler d'abord sur la politique du logement. On a aujourd'hui un certain nombre de sujets que l'on va partager notamment avec les bailleurs sociaux dès 2025. On a regroupé toute notre capacité à rentrer dans des programmes avec des bailleurs. Donc on va leur donner notre feuille de route et ça va être à eux de pouvoir y répondre de manière à répondre aux besoins de maintenant, mais surtout à ce nouveau défi. En termes de mobilité, évidemment, on a d'abord la nécessité, et c'est ce qu'on défend notamment à travers du projet de la voie de contournement sud-ouest, la sécurisation qui ne peut pas attendre aujourd'hui de départementales, qui sont déjà des flux très importants. Donc évidemment, la priorité c'est ça, et à travers les souhaits de travailler sur des projets plus structurants et plus importants, nous, ce qu'on réclame, c'est de travailler directement avec les territoires qui vont être impactés par ces faisceaux, qu'on ne fasse pas les choses sans les habitants, et puis accompagner aussi de la mobilité alternative adaptée aux besoins des habitants. Il y a beaucoup d'usagers aujourd'hui qui veulent circuler différemment. On ne pourra pas éviter la voiture, évidemment, ça serait une erreur de penser qu'on n'aura plus de voitures demain entre le site Orano ou la circulation dans la Hague. On reste une commune rurale, mais pour autant, je pense qu'il y a des habitants qui aspirent à se déplacer autrement en mobilité collective. Le vélo reste quelque chose
plutôt secondaires. On a des voies qui sont plutôt rapides, mais voilà. Et donc je pense qu'on doit intégrer tous ces souhaits-là de manière à limiter malgré tout l'impact du déplacement, puisqu'on a la mobilité et le déplacement. Ce sont deux sujets qu'il faut traiter, mais vraiment ne partons pas avec une feuille qui est déjà écrite sur un projet qui est ancien. Remettons-nous autour de la table sur des sujets d'actualité avec une société qui a changé, des volontés qui ont changé, et puis accompagner aussi l'alternative, donc inciter à se déplacer autrement. Donc ça, c'est un sujet qui est pour nous extrêmement important parce qu'il a des impacts forts. Et on a aussi derrière la sécurité à travers le site, hein, puisqu'on a cette obligation de pouvoir assurer une sécurité sur le site et aux abords du site. On a effectivement à travers ce sujet, donc le logement et la mobilité font les deux sujets qui sont primordiaux pour nous à travailler. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un projet qui va rayonner à travers le Cotentin. On ne sera pas en capacité d'accueillir les dizaines et les centaines même de salariés qui sont annoncés. Hein. On annonce plus de 10 000 salariés, donc évidemment, on ne va pas les accueillir ici. Donc c'est un travail collectif. Il doit rassembler l'ensemble des communes du territoire du Cotentin pour travailler sur ce sujet. C'est ce qu'on défend aujourd'hui auprès du Cotentin. C'est ce que je défends et ce qu'on défend notamment avec Cherbourg en Cotentin pour accompagner ce projet. Et aujourd'hui, on doit trouver la structuration pour débattre. On a clairement sur le territoire de la Hague la pérennité des services publics, que ce soit dans la culture, on n'en a pas parlé, mais on a aujourd'hui créé aussi un réseau qui permet de cheminer la lecture publique à moins de 10 minutes de chaque commune déléguée, avec un lien direct avec les écoles, une navette qui permet de faire cette circulation. On a structuré aujourd'hui, dans le cadre de la commune nouvelle, une commune qui est prête. Alors, il y a encore beaucoup de travail, mais le travail a été massif pour transformer ces 19 communes déléguées en un territoire commun avec un service public qui se déploie partout et qui est vraiment en phase avec une évolution et les défis de demain qui sont évidemment le développement économique, mais aussi l'accompagnement au vieillissement, parce qu'on a les nouvelles familles qui vont arriver et il faut vraiment qu'on soit en capacité d'accueillir ces familles, mais on a aussi nos habitants d'aujourd'hui qui vieillissent et qu'on continue à accompagner en s'assurant que le pôle senior puisse continuer à assurer sa mission d'accompagnement tout au long de la vie. Et ce parcours de vie, avec notamment, aujourd'hui, la nouvelle structure qui devrait voir le jour, puisqu'on va créer un service d'autonomie à domicile. C'est une obligation que l'État nous a demandé de transformer notre service de soins à domicile avec notre service à domicile. Donc on maintient ces structures-là existantes aujourd'hui sur le territoire pour être toujours au plus près et en adéquation avec les besoins des habitants, quel que soit leur âge. Donc on est face à l'aval du futur en lien avec le déploiement aujourd'hui d'actions pour les habitants qui permettront de répondre aussi à ces nouveaux habitants demain et à cet aménagement de territoire qui doit être nécessaire. Et puis continuer à faire avec les habitants. On a toujours depuis 2020, créer ces instances de concertation, d'échange à travers les rencontres en proximité. C'est pour nous quelque chose d'essentiel et à travers les défis qui sont devant nous, ils sont d'autant plus essentiels de partager en fait cette évolution, cet aménagement, toujours avec ce prisme de conserver le cadre de vie dans lequel on est, où tout le monde est attaché, mais sans mettre ce territoire sous cloche et avoir la place qui est la nôtre dans les instances, parce que, encore une fois, on ne peut pas faire le développement sans nous. Souhaitez-vous ajouter quelque chose avant de clore cet entretien ? Vous remercier, vous d'abord, de rester à notre contact, parce que c'est vrai que la communication est un sujet essentiel pour les élus. On se pose toujours la question de savoir si elle est suffisante,
auprès des habitants. Alors, on déploie un certain nombre d'outils aujourd'hui pour communiquer, mais on sait qu'on peut aller plus loin et on va aller plus loin. Mais c'est vrai que le relais avec les professionnels, que ce soit vous, AgFM ou la presse, c'est aussi essentiel pour relayer un certain nombre d'informations. Donc voilà, moi je tiens à remercier aussi votre présence et à nos côtés au quotidien pour permettre de créer aussi ce lien avec les habitants.